rapport entre l'Helicobacter pylori et le cancer gastrique. En fait, c'est un sujet d'actualité puisque cette année, l'INCa, en partenariat avec la SFED et la SNFGE, ont publié une plaquette, notamment sur la prévention du cancer de l'estomac, avec tous les acteurs de santé, médecins généralistes, infirmières, pour le dépistage du cancer de l'estomac, pour bien préciser les populations à dépister. C'est aussi un sujet d'actualité puisque depuis avril 2013, le PILERA a eu l'AMM et donc peut-être prescrit. Alors l'histoire de l'Helicobacter commence en fait en 1984 où Marshall et Warren ont découvert ce germe comme un germe très important pour le développement de l'ulcère de l'estomac, des gastrites, de l'ulcère duodénal. Et ils ne savaient pas, en fait, en découvrant, que 20 ans plus tard, ce germe serait désigné comme le principal responsable du cancer de l'estomac. C'est pour ça que 21 ans plus tard, ils ont reçu le prix Nobel, alors que l'Helicobacter a été considéré comme l'oncogène principal depuis 1994. Alors, quand on regarde la prévalence de l'infection du germe Helicobacter, on se rend compte que plus de 50% de la population mondiale est infectée. Il existe de fortes disparités géographiques selon les pays. Donc, c'est surtout dans les pays du tiers-monde qu'on a une infection importante à Helicobacter. Vous voyez certaines zones, notamment au niveau de l'Amérique du Sud, de l'Asie, de l'Afrique sont très infectés, alors que l'Amérique du Nord, l'Europe du Nord et l'Australie sont peu infectés. Enfin, il existe une importance aussi à l'intérieur d'un même pays du niveau socio-économique, les couches défavorisées étant plus infectées. Il existe des variations de l'infection en fonction de l'âge. On voit que dans les pays en voie de développement, à cause des problèmes d'hygiène, la population s'infecte très rapidement et à 20 ans, 80% de la population est infectée, alors qu'au même âge, il y a moins de 22% de la population qui est infectée dans les pays développés. À 60 ans, 66% dans les pays développés sont infectés. Aujourd'hui, on va parler uniquement des conséquences pour le cancer. Donc, vous savez bien sûr que le germe Helicobacter est responsable de l'ulcère duodénal, de l'ulcère gastrique, des gastrites. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cancer. Le cancer gastrique, en chiffres, c'est 1 million de nouveaux cas dans le monde par an. C'est la deuxième cause de mortalité par cancer dans le monde. Donc 2/3 des cas sont en pays en voie de développement. Ça représente 700 000 morts par an dans le monde. La survie globale, tout stade confondu, à 5 ans est de 10 à 15%. En France, la morbidité est de 6 500 par an, mortalité 4 700. Donc les deux cancers gastriques associés à l'Helicobacter, c'est surtout l'adénocarcinome. 71% des adénocarcinomes sont liés à l'Helicobacter pylori et 88% des lymphomes de type MALT sont liés à l'Helicobacter pylori. Maintenant, quand on regarde la prévalence du cancer de l'estomac par rapport à la prévalence de l'Helicobacter pylori, on voit que dans les zones où il y a une forte prévalence de l'infection à l'Helicobacter pylori, le taux est variable pour la prévalence du cancer gastrique et donc il y a une inégalité entre ensuite le développement du cancer. Donc c'est valable notamment par exemple pour l'Amérique du Sud, avec un taux à peu près identique. En Afrique, on a, par rapport à l'Amérique du Sud, en Asie, 20 fois plus de cancer de l'estomac. Donc il existe en fait d'autres facteurs de l'Helicobacter pylori qui vont amener au développement du cancer. Enfin, le cancer gastrique, c'est un cancer donc, qui est lié à une infection, donc comme d'autres cancers dans notre spécialité gastro-entéraux. Donc l'Helicobacter pylori représente 5,5% des cancers infectieux, alors que par exemple les virus des hépatites B et C représentent un peu moins de 5%. Alors en 70,
Avant la découverte de l'Helicobacter pylori, un auteur coréen avait déjà décrit la cascade de l'inflammation gastrique et le phénomène de cancérisation. Donc passage d'une inflammation chronique au stade de gastrite atrophique, de métaplasie intestinale, de dysplasie et de cancer. Actuellement, on considère que pour une population de 100 infectés, on va avoir environ 10% de gastrite atrophique et ensuite 1 à 3% de carcinome gastrique. Cette cascade de Correa a ensuite été modifiée. Maintenant, on sait qu'il existe des facteurs externes et génétiques. Donc, les facteurs externes environnementaux, ce sont principalement les facteurs alimentaires et les facteurs liés à l'hôte, génétiques, sont mieux connus. Alors, qu'est-ce qu'on a comme preuve de l'Helicobacter oncogène? On a d'une part les études de cohorte qui ont été principalement réalisées dans le sud-est asiatique, et deuxièmement, il y a un modèle qui est le seul modèle animal, c'est la gerbille de Mongolie, donc un petit rongeur qui peut avoir une infection à Helicobacter pylori. Cet animal est intéressant, donc on peut reproduire la séquence de la cancérisation. C'est aussi intéressant au point de vue thérapeutique, puisque sur les souris, quand on éradique, on se rend compte que plus on éradique tôt l'Helicobacter pylori, moins on va avoir un taux de cancérisation au niveau gastrique. Donc, ce qui est valable pour la série, la gerbille, est valable aussi pour l'homme. Alors bon, je ne vais pas vous mettre des tas d'études, donc je vais vous mettre juste les plus importantes. Donc, ces études de cohorte, notamment, il y a l'étude de Lumera, sur un suivi de 10 ans, donc qui montre sur 1600 patients japonais que avec deux groupes, un groupe de 200 patients, 180 patients non infectés, aucun n'a développé de cancer, et sur les 1200 infectés par Helicobacter, 3% environ ont développé un cancer de l'estomac. Même chose pour la métaplasie, donc les lésions précancéreuses. Quand on regarde l'évolution là sur l'âge, on voit que sur les groupes de patients qui sont HP positifs, là, avec l'âge, sur une séquence d'environ 30 ans, on va avoir un développement du taux de métaplasie très important, puisqu'à 60 ans, on a environ 70% de métaplasie, alors que dans le groupe HP négatif, on n'a que 20% de métaplasie gastrique. Donc, intérêt d'une éradication précoce a été montré chez l'animal. Chez l'homme, ça a été plus difficile. Il y a une série qui a été publiée dans JAMA, dans une province chinoise, avec un suivi de 8 ans, donc deux populations. Et donc là, on avait HP négatif et HP positif. Et là, sur 8 ans, il n'y avait pas de différence significative. Pas de développement plus important du cancer gastrique. Mais par contre, quand on regardait plus près, les lésions précancéreuses avaient tendance à diminuer. Et là, il y avait une différence significative. Enfin, la méta-analyse de Fussio, donc là qui a montré, à partir d'un total de 3300 patients, que lorsque l'on traitait les patients HP, donc on avait une diminution du risque du cancer gastrique. Voilà, alors ce qu'on peut reprocher à toutes ces études de cohorte, je pense qu'elles auraient plus de puissance si elles étaient menées sur une durée plus longue, donc la durée de la cancérisation, et sur un nombre de populations plus important. Alors quels sont les mécanismes qu'on peut évoquer, alors que ce n'est pas tout à fait bien connu? Donc en fait, on a un déterminisme pathologique qui va être variable en fonction de 3 facteurs. De l'hôte, de la bactérie et de l'environnement. De l'hôte, je vous ai mis une photo du sacre de Napoléon. Donc la famille la plus connue qui a présenté un cancer gastrique familial, donc c'est la famille Napoléon. Napoléon a eu 2 sœurs et un frère qui sont récemment décédés d'un cancer de l'estomac, ainsi que son père et lui-même.
Donc le risque de cancer familial existe et donc il est multiplié par 2 ou par 20, jusqu'à 20, dans les familles de cancer de l'estomac. Et ceci est expliqué par le polymorphisme du gène codant pour l'inflammation, donc les interleukines de l'inflammation et le TNF-alpha. Ensuite, les facteurs environnementaux, c'est surtout les facteurs nutritionnels. Maintenant, là aussi, il y a eu des études de cohorte sur les facteurs favorisant le cancer de l'estomac. Et on se rend compte que les aliments, le sel, donc est un facteur prédominant qui aide les hélicobactères à se multiplier. Les aliments fumés, par la multiplication des nitrites, le poisson séché donc, et le tabac. Donc tout ça, c'est par exemple ce qui explique la différence entre l'Afrique et l'Asie, donc la multiplication et l'augmentation du risque du cancer de l'estomac avec un taux d'HP identique dans la population. Sont considérés comme protecteurs les fruits et légumes frais, le thé et le vin. Enfin, le dernier facteur qui va être très important dans la survenue d'un cancer, c'est l'Helicobacter pylori. Tous les Helicobacter pylori ne sont pas les mêmes et certains sont plus oncogènes, plus virulents que les autres. Ça va être donc un facteur important de la genèse des lésions de carcinogénèse. Donc, certains hélicobactères ont ce qu'on appelle l'îlot de pathogénicité CAG. Il s'agit d'une espèce de seringue d'injection qui va apparaître au niveau de l'hélicobactère et qui va pouvoir se poser sur la cellule pariétale et il va pouvoir ainsi injecter une protéine oncogène à l'intérieur de la cellule pariétale. Donc, ça s'appelle le système de sécrétion de type 4. Et donc, une fois arrivé dans la cellule pariétale, la protéine CAG va être hautement oncogène. Elle va remanier le cytosquelette, entraîner une prolifération cellulaire, entraîner des proliférations et différenciations aberrantes, jouer sur la jonction cellulaire et la polarité cellulaire. Autre cytotoxine oncopathogène, c'est la cytotoxine VAC-A, donc il n'est pas contenu dans tous les hélicobactères. Là aussi, on a montré qu'elle allait entraîner une vacuolisation des cellules pariétales, un affaiblissement des jonctions intracellulaires, une induction de l'apoptose et jouer sur l'inflammation locale et entraîner des phénomènes de métaplasie et de dysplasie. Donc ces phénomènes expliqués, donc vous voyez que en fonction des zones géographiques, on distingue des zones à faible risque, donc en France, et à fort risque, notamment en Asie du Sud-Est et dans l'Amérique du Sud. Pour le dépistage, dans les zones à fort risque, c'est un dépistage éventuellement de masse qui peut être fait de l'hélicobactère et surtout sur la population jeune afin d'éviter la cascade de choléra. Dans les populations à faible risque, donc en France, c'est un dépistage uniquement des populations ciblées et plus âgées qui doit être réalisé. Donc, en France, les populations à risque, donc, elles ont été définies par les recommandations de Maastricht en 2012. Donc, ce sont les sujets apparentés au premier degré de patients ayant un cancer gastrique, les patients ayant eu une résection de lésions cancéreuses, les IPP au long cours supérieurs à 1 an, les malades appartenant à une famille de cancers coliques familiaux, donc notamment le syndrome de Lynch. Et les 2 dernières recommandations ont été rajoutées à la dernière conférence de Maastricht. Les lésions prénéoplasiques, atrophie score 2 ou 3 et métaplasie intestinale, surtout si elles sont diffuses et qu'elles atteignent le corps de l'estomac. Enfin, les malades originaires des régions à forte incidence sont des sujets à risque élevé de cancer gastrique, surtout s'ils étaient enfants dans ces zones. Alors, pour les patients qui ont un antécédent familial au premier degré d'adénocarcinome gastrique, donc la différence doit être variable en fonction de l'âge du patient. Si le sujet initial était jeune au moment du cancer de l'estomac, quel que soit l'âge, on aura tendance à faire un dépistage par endoscopie, biopsie, recherche d'hélicobactères et des dysplasies. Si le sujet
à plus de 50 ans, c'est endoscopie et biopsie. Enfin, après éradication d'Hélicobacter, comment évaluer le risque de cancer, évaluer le risque, donc l'atrophie, la métaplasie, la dysplasie. Donc l'endoscopie classique n'est pas très performante. On voit vaguement des zones blanchâtres au niveau antral. Donc la coloration par tombo-endoscopie n'améliore pas le rendement de diagnostic endoscopique. Récemment, des auteurs japonais ont montré, avec des endoscopes avec zoom et NBI, un signe qui semblerait spécifique de la métaplasie. C'est le light blue crest, où on a en périphérie des bits patterns, un aspect bleuté avec une échelle de 1 à 4. Enfin, l'endomicroscopie confocale permet de différencier muqueuse normale, muqueuse atrophique, muqueuse métaplasique et même cancer. Donc elle est une fiabilité qui est proche de celle de l'histologie avec une sensibilité et une spécificité très élevée, mais bien sûr elle peut être réalisée de façon à large population, de façon diffuse. La seule possibilité qu'on a, c'est de réaliser des biopsies. Donc vous savez que donc la seule possibilité de faire le diagnostic d'atrophie et de métaplasie, c'est de faire des biopsies. Vous savez que les recommandations, c'est de réaliser 3 biopsies en région ventrale, donc une au niveau de l'angle de la courbure et 2 au niveau du corps. Ainsi, on va pouvoir réaliser, donc voir si le Hélicobacter est présent, et réaliser une classification d'Olga et d'Olgine qui ont été validées. Donc il s'agit de classification de l'impact italien. Et donc quand on prend les stades 3 et 4, donc où il y a une forte dysplasie qui est diffuse, sur ces stades 3 et 4, on a un risque relatif multiplié par 58 à 12 ans de développer un cancer gastrique. Donc là j'ai passé un petit peu puisque je suis un peu en retard. Le traitement, vous savez que le traitement, le problème dans les zones industrialisées, c'est l'acquisition de résistance antibiotique. Vous savez qu'en 2003, les fluoroquinolones avaient un taux de résistance de 4%. Actuellement, elles ont un taux de 15% de résistance. Donc il existe deux traitements reconnus actuellement. Le traitement séquentiel, qui permet une éradication à environ 80%, et le Cléra, donc une quadrithérapie qui est associée à l'oméprazole et qui permet un taux d'éradication du Hélicobacter aux alentours de 92%. Donc en conclusion, toujours essayer d'éradiquer l'Hélicobacter le plus tôt possible, sans oublier un contrôle respiratoire, essayer d'avoir une classification de l'atrophie de la métaplasie par les scores d'Olga et d'Olgine, donc ça fait de la pâte, faire des biopsies systématiques en cas de fibroscopie, 3 entraves de fondique, et sur toutes les anomalies de relief, et enfin de surveiller les stades Olga et Olgim, 3 et 4, donc ce qui représente que 5% des patients par fibroscopie et biopsie tous les 3 ans. Je vous remercie.